Il est le titan de la terreur de la littérature américaine, l'écrivain qui a créé certains des noms les plus emblématiques de la science-fiction. Au cours de ses 46 courtes années de vie, H. P. Lovecraft est à l'origine du dieu extraterrestre Cthulhu, du livre des morts, du Necronomicon et de la ville hantée d'Arkham, où des choses se passent toujours dans la nuit. Il a inspiré tout le monde, de Stephen King à George Louis Borges, en passant par les auteurs de Batman. Son œuvre a tellement pénétré la culture populaire qu'il est même possible d'acheter des peluches représentant ces monstres les plus effrayants. Mais H. P. Lovecraft était un homme pratiquement inconnu de son vivant. Vivant reclus dans le Rhode Island, il a créé un univers fictif tentaculaire qui fusionnait l'horreur traditionnelle et la science de pointe de manière nouvelle et révolutionnaire. Et il est mort avant qu'une poignée de personnes ait pu le lire. Dans cette biographie, on va explorer comment cet ermite virtuel a surmonté la maladie, l'isolement et ses propres préjugés pour devenir le maître de l'horreur du XXe siècle. L'un des thèmes récurrents de l'œuvre de Lovecraft est celui des familles ordinaires qui cachent de sombres secrets dans leur lignée. C'est pas nécessaire de chercher bien loin pour trouver l'inspiration. Le 20 août 1890, Howard Phillips Lovecraft naît dans la majestueuse maison ancestrale de l'une des plus anciennes familles de Providence. Les parents de sa mère étaient de riches aristocrates, dont les antécédents étaient entachés de rumeurs de consanguinité, tandis que son père était un voyageur de commerce, souffrant déjà d'une syphilis non diagnostiquée. Avant même que le jeune Howard n'ait que 3 ans, son père fait une dépression nerveuse provoquée par sa maladie et il est interné dans un asile d'aliénés. Bien que le vieil homme vive encore 5 ans, Lovecraft ne le reverra jamais. Malgré ce revers évident, Sarah, la mère de Lovecraft, tente d'offrir à son enfant une vie relativement normale. Ils s'installent tous deux chez son père, le richissime Whipple Van Buren Phillips, un glorieux moustachu. C'est là que Lovecraft fait ses premières armes dans le domaine de l'étrange. L'un des tours de passe-passe de Whipple consistait à inventer des histoires de fantômes terrifiantes au pied levé pour le plus grand plaisir de son petit-fils. Pourtant, Whipple ne pouvait pas compenser le vide évident dans la vie du jeune Lovecraft. Depuis le jour où son père s'est effondré, Lovecraft est paralysé par des troubles psychologiques. À l'âge de 6 ans, il commence à avoir des terreurs nocturnes, d'hommes sans visage si intenses qu'il en reste tremblant pendant des jours. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait à peine fréquenté l'école. Ce n'est pas que Sarah élevait un idiot. La maison de Whipple était remplie de livres. Mais même s'il ne va pas à l'école, Lovecraft lit Les Mille et une nuits, Edgar Allan Poe et même des revues scientifiques. En 1898, Lovecraft est un scientifique athée autoproclamé qui produit ses propres magazines sur la géologie. Aussi étrange que fut son enfance, elle fut au moins stable. Malheureusement, ça va pas durer. Le 27 mars 1904, Whipple est victime d'une attaque cérébrale massive. Il meurt le lendemain. Immédiatement, la vie de Lovecraft est complètement bouleversée. Il s'avère que les finances de Whipple ont été mal gérées. Quelques jours après sa mort, Lovecraft et sa mère Sarah sont expulsés de la maison et contraints d'emménager dans un appartement plus ou moins exigu. Le choc est si grand que Lovecraft, alors âgé de 14 ans, envisage de se noyer dans la rivière Barrington. Bien qu'il faille attendre encore quelques années avant que ça ne soit révélé au grand jour, le jour de la mort de Whipple est en fait le jour où Sarah et son fils sont devenus fous. En 1908, Lovecraft souffrira d'une dépression catastrophique liée en grande partie à cette tragédie. Incapable de terminer ses études secondaires et de s'inscrire à l'université, il s'enferme avec sa mère, coupant tout contact avec la société. Au cours des 5 années suivantes, leur relation devient toxique. Si la mort de Whipple a nui à celle de Lovecraft, elle a aussi déformé celle de Sarah. Elle devient verbalement violente envers son fils adolescent, le traitant de grotesque et lui disant de ne jamais la quitter. En 1913, les deux vivaient comme des reclus codépendants. Lovecraft ne quittait jamais la maison avant le coucher du soleil et passait son temps libre à ne rien faire d'autre que de lire des magazines de vulgarisation.
C'est à cette époque qu'il semble avoir développé une anxiété sociale paralysante et une peur anormale du froid. En bref, la vie de Lovecraft était douloureusement déprimante. Pauvre, sans amis ni objectif, il risque de disparaître purement et simplement des livres d'histoire. Mais sa vie est sur le point d'être sauvée par le plus improbable des héros, une romancière d'amour. Vous n'avez probablement jamais entendu parler de Fred Jackson, même s'il avait mentionné son nom à H.P. Lovecraft en 1913, le reclus de Rhode Island aurait vomi du sang. Marchand d'ordures éhonté par excellence, les histoires insipides d'amour clichés de Jackson remplissaient les pages de l'Argosy, un magazine que Lovecraft, peut-être de manière quelque peu masochiste, lisait souvent. Finalement, lassé par ce pirate, Lovecraft fait exactement ce que ferait n'importe quel cinglé en colère vivant seul avec sa mère, il le troll. Tout au long de l'année 1913, Lovecraft envoie une multitude de lettres à l'Argosy pour dénoncer le manque de talent de Jackson. À chaque fois, il le fait en rime. C'est une chose bizarre à faire, c'est presque enfantin, mais c'est ce qui a fait la carrière de Lovecraft. En 1914, cet étrange épistolier avait attiré l'attention d'Edwards F. Das, président de la United Amateur Press Association, UPA, et donc intrigué, Das lit quelques-uns des poèmes anti-Jackson de Lovecraft. Apparemment, il les a appréciés et a offert un emploi à Lovecraft. C'est ainsi que débute l'une des carrières littéraires les plus improbables de l'histoire. Peut-être flatté par l'attention de Das, Lovecraft, alors âgé de 24 ans, se lance dans la presse amateur comme un démon marin innommable se jette à l'eau. Il écrit des essais, publie des magazines, compose des poèmes. Il a même fini par quitter l'étreinte étouffante de sa mère et s'est fait des amis. Et c'est tant mieux, car ce sont ses amis qui l'ont convaincu de s'essayer à la fiction. Lovecraft avait déjà écrit des histoires de fiction lorsqu'il était enfant, mais jamais rien de vraiment sérieux jusqu'à l'été 1917. C'est à ce moment-là que Lovecraft, alors âgé de 27 ans, s'est assis et a écrit Dagon. L'histoire d'un marin naufragé qui se retrouve piégé sur une île remplie des ruines d'une civilisation hideuse. Dagon est une œuvre courte et effrayante qui contient déjà les germes des plus grandes œuvres de Lovecraft. Mais voilà, c'est le moment. C'est le moment où Lovecraft, le bizarre, le reclus, le solitaire a disparu, et où Lovecraft, le bizarre, l'écrivain solitaire, est arrivé. Cette transition ne s'est pas faite sans tragédie. En 1919, la mère de Lovecraft, Sarah, fait une dépression totale. Confinée dans l'asile de fous où son mari est mort, elle passe encore 2 ans à délirer avant de mourir elle-même en mai 1921. Orphelin, encore trop étrange pour se débrouiller seul, Lovecraft est recueilli par ses tantes Snobinard, Lillian D. Clark et Annie A. Phillips Camrell. Cette relation ne sera pas heureuse. Mais avant d'en parler, il est temps de présenter le dernier personnage important de la vie de Lovecraft, Sonia Aft Green, juive russe de 7 ans l'aînée de Lovecraft. Sonia était un visage connu de la presse amateur. Nouvellement riche, grâce à son magasin de chapeaux prospère, elle finançait plusieurs magazines à petit budget. 2 semaines après la mort de Sarah, Sonia visite une convention à l'UAPA à Boston, lorsqu'elle est présentée au nouvel orphelin Lovecraft. D'une manière ou d'une autre, les deux s'entendent bien. La suite n'est pas vraiment une romance à la Fred Jackson. Lovecraft était si peu intéressé par le sexe que Sonia dut le cajoler pour qu'il fasse l'amour en lui donnant des manuels sur la romance à étudier. Sans surprise, elle affirmera plus tard que Lovecraft était vierge lorsqu'ils se sont rencontrés. Pourtant, les deux s'aimaient vraiment. Le 3 mars 1924, ils se marient lors d'une cérémonie secrète, n'informant la tante désapprobatrice de Lovecraft que par lettre. Peu de temps après, Lovecraft quitte Rhode Island et s'installe avec Sonia à New York. C'est le printemps 1924 et la vie est belle. Lovecraft voit ses premières histoires publiées de façon professionnelle dans Weird Tales et le commerce de chapeaux de Sonia est en plein essor. Les choses se mettaient enfin en place. Mais ça ne pouvait pas durer. Sonia est malade. À la fin de l'année 1924, sa maladie lui prenait tellement de temps que le magasin de chapeaux avait fait faillite. Entre-temps, Lovecraft avait raté sa seule chance d'obtenir un revenu stable en refusant d'ajouter à Weird Tales un magazine de fascicules concurrent. À Noël 1924, les deux sont ruinés.
Le 1er janvier 1925, Sonia déménage seule à Cleveland pour trouver un emploi. Laissé à New York, Lovecraft loue un minuscule appartement dans le quartier malfamé de Red Hook à Brooklyn. Cette erreur le hantera jusqu'à la fin de sa vie. Lovecraft détestait Red Hook. Il le détestait, entouré d'immigrés, et soudainement seul et à nouveau fauché, il sombra dans une amertume tordue qui trouva son expression dans la pire forme de racisme. Alors oui, il est temps pour nous de parler du dieu démoniaque aîné dans la pièce. Lovecraft était un raciste invétéré, le genre de personne dont il est difficile de croire qu'elle existe. En 1912, par exemple, à l'âge de 22 ans, il avait écrit un poème dans lequel il qualifiait les Noirs de bêtes et de figures semi-humaines. Il était également un antisémite enragé. Il avait écrit un jour à propos de la ville de New York: «La population est un troupeau bâtard dont la majorité visible est constituée de juifs mongoloïdes répugnants, et les visages grossiers et les mauvaises manières finissent par être si insupportables que l'on a envie de frapper tous les bâtards en vue.» C'est dire. De peur d'être accusé de traitement injuste, on doit noter ici que le racisme de Lovecraft était plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. Vous vous souvenez sans doute, depuis 2 minutes ou plus, que sa femme Sonia était elle-même juive. Elle n'était pas la seule amie juive de Lovecraft. Tablet Magazine note que l'écrivain de Pulps, Robert Bloch, qui écrira plus tard le roman dont s'inspire le film Psycho d'Alfred Hitchcock, était un ami de Lovecraft. Et il en était de même pour le poète Samuel Loveman. Lovecraft était un homme ouvertement raciste, mais seulement au sens abstrait du terme. Confronté à des personnes qu'il appréciait personnellement et qui n'étaient pas des protestants blancs, Lovecraft semblait n'avoir aucun problème à se débarrasser de ses croyances raciales. Non pas qu'il y en ait beaucoup de gens que Lovecraft aimait à Red Hook, mais au fur et à mesure que l'année 1925 avance, les sentiments de l'écrivain reclus à l'égard des étrangers se transforment en quelque sorte comme quelque chose proche de l'horreur. L'effroi qu'il ressentait au milieu d'une mer de visages non blancs s'est transformé en une véritable phobie. On a pu dire depuis que cette phobie avait influencé l'œuvre même de Lovecraft. Avec ses histoires de forces sans nom et d'extraterrestres inconnus, il n'est pas exagéré de penser que Lovecraft a simplement canalisé ses sentiments intérieurs à l'égard de la population multiculturelle de New York. Si c'est le cas, on peut au moins dire que quelque chose de bon est sorti de ses pensées empoisonnées. Au début de l'année 1926, Lovecraft en a assez. Il écrit à ses tantes Liliane et Annie pour leur demander de l'aide. Elles acceptent d'organiser son retour, mais à un certain prix. Sonia ne déménagera pas de Rhode Island et ne reverra jamais son mari. Épuisé, désespéré de s'éloigner de cette ville qu'il détestait tant, Lovecraft accepta. Bien qu'il affirme toujours aimer Sonia, il retourne à Providence le 17 avril 1926. Il ne reverra plus jamais sa femme. Au cours de l'été 1926, une créature hideuse surgit des eaux du Pacifique Sud, un monstre à la silhouette vaguement anthropoïde, mais avec une tête de pieuvre dont le visage était un fouillis de palpeurs, un corps écailleux à l'aspect caoutchouteux, des griffes prodigieuses aux pattes arrière et avant, et de longues ailes en forme de barbe à l'arrière. Le monstre dominait non seulement tous ceux qui le voyaient, mais aussi la fiction d'horreur elle-même. Il s'appelait Cthulhu et allait devenir la plus importante des créatures de Lovecraft. Cthulhu a été la première création de Lovecraft après son retour à Providence, dans une nouvelle intitulée L'Appel de Cthulhu. Un dieu ancien, passant son temps dans les profondeurs de la mer, attendant le moment où l'humanité le réveillera et détruira le monde, Cthulhu n'a cessé d'alimenter notre imagination depuis lors. Une région de Pluton porte même son nom. Pourtant, au moment où il a levé pour la première fois la tête innommable des flots, Cthulhu semblait destiné à l'obscurité. Fraîchement débarqué de New York, Lovecraft n'avait guère d'espoir pour son dernier monstre, si ce n'est un petit salaire et une reconnaissance éphémère. Heureusement, ses amis avaient d'autres idées. Vous vous souvenez qu'on a parlé du fait que Lovecraft s'était enfin fait de vrais amis après avoir rejoint l'UAPA en 1914? Et bien, au fil des années, ils se sont transformés en un véritable petit cercle de correspondants. Parmi eux se trouvait Robert Bloch, célèbre pour Psycho, Robert Hay Howard, le créateur de Conan le Barbare, et l'écrivain Auguste Derleth, qui va devenir très très important dans environ 5 minutes. Lorsque ces hommes ont lu Cthulhu, ils sont devenus fous.
Cthulhu était quelque chose de nouveau. Il a encouragé tous les membres du cercle de Lovecraft à commencer à écrire leurs propres récits dans le même univers. Au cours de la décennie suivante, le groupe a créé ce qu'on appelle le mythe de Cthulhu. C'est la raison pour laquelle nous nous souvenons encore aujourd'hui du personnage de Cthulhu. À l'époque où ce mythe se développe, Lovecraft connaît sa période la plus productive en tant qu'écrivain. Le fait de retourner dans le Rhode Island lui avait donné de l'énergie. En l'espace d'une poignée d'années, il écrivit quelques-uns de ses plus grands succès. La couleur tombée du ciel, l'affaire de Charles Dexter Ward, le cauchemar d'Innsmouth et les montagnes hallucinées. Bon, si vous n'êtes pas fan de Lovecraft, c'est un peu comme si Michael Jackson avait sorti tous ses bangers successivement. C'était le maître à son apogée, évoquant des villes cyclopéennes et des horreurs ancestrales comme les lecteurs n'en avaient jamais vu auparavant. Lovecraft vivait peut-être dans une semi-pauvreté avec deux tantes dominatrices et sans accès à la femme qu'il aimait, mais ça faisait manifestement des merveilles pour sa productivité. Même la crise meurtrière de Wall Street en 1929 ne parvient pas à entamer son enthousiasme. Au début des années 30, il réussit à réunir suffisamment d'argent pour faire de longues escapades le long de la côte de sa Nouvelle-Angleterre bien-aimée. Même s'il y a une chose que nous avons apprise sur la vie de Lovecraft jusqu'à présent, c'est que toutes les bonnes choses ont une fin terrible. Et c'est ce qui s'est passé assez rapidement. En 1932, la tante de Lovecraft, Lillian Clark, meurt. Malgré sa personnalité autoritaire, Lovecraft est dévasté. Lui et sa tante survivante, Annie, sont contraints d'emménager dans un minuscule appartement. C'est le début d'une longue descente dans la misère. Lovecraft écrivait peut-être sa plus grande œuvre à ce moment-là, mais celle-ci était longue et complexe et n'avait pas d'attrait pour le grand public. Ce dont lui et Annie avaient besoin, c'était le récit court et percutant qu'ils pouvaient vendre régulièrement, et non de quelque chose comme l'horreur antarctique Earth at the Mountain of Madness, qui a mis 5 ans à trouver un acheteur. Mais Lovecraft est trop intègre ou peut-être trop stupide pour baisser ses exigences. Il n'accepte des travaux d'écriture fantôme que pour survivre, le ghostwriting. En 1924, il avait écrit un conte pour Harry Houdini, et les deux s'étaient liés d'amitié. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Les dernières années de Lovecraft ont été consacrées à l'écriture fantôme, le ghostwriting, qui lui a pris tout son temps et l'a laissé épuisé et aussi pauvre qu'il ne l'avait jamais été. Pour survivre, il s'est mis à manger des boîtes de conserve d'aliments périmés. Et c'est que lorsqu'il a pu se permettre de manger tout court qu'il l'a fait. L'une des réussites de Lovecraft au cours de ces années sombres est peut-être d'avoir continué à écrire des lettres. Depuis l'époque où il envoyait des lettres à l'Argosy, Lovecraft composait des lettres avec un engagement rarement vu auparavant. On estime qu'il a envoyé 100 000 lettres au cours de sa vie, ce qui le place en deuxième position derrière le grand philosophe français Voltaire. Au printemps 1936, Lovecraft avait presque abandonné ses œuvres de fiction. Les seules histoires qu'il avait écrites depuis 1933 étaient The Shadow Out of Time, L'ombre hors du temps, aujourd'hui considéré comme un classique tardif, et l'effrayant mais court Hunter of the Dark, le chasseur de l'obscurité. Alors pourquoi ce soudain désintérêt pour le monde des extraterrestres? Peut-être parce que Lovecraft avait trouvé un autre sujet d'écriture. Au cours de l'hiver froid de 1935-36, en Nouvelle-Angleterre, Lovecraft avait commencé à documenter une maladie dont il souffrait et qu'il appelait la grippe. Ce grippe était en fait un cancer. Au cours de l'année 1936, le cancer a rongé ses intestins jusqu'à ce que ses entrailles soient criblées de tumeurs. Comme le reclus qu'il était, Lovecraft refusa de voir un médecin. Cet été-là, d'autres mauvaises nouvelles lui parviennent. Robert Hay Howard, l'auteur de Conan le barbare et ami de Lovecraft, se suicide d'une balle dans la tête. La mort de son correspondant plonge Lovecraft dans une dépression dont il ne se remettra jamais complètement. Au printemps 1937, il était évident que quelque chose n'allait pas du tout. Lovecraft n'avait écrit que 4 poèmes en plus d'un an. Il souffrait constamment et était rongé par des idées noires. Souvent, il s'assoit seul la nuit, dans l'appartement froid et lugubre, entend la pièce sombre comme l'une de ses propres créations. Le 10 mars 1937, la douleur est finalement devenue trop forte. Lovecraft se rendit à l'hôpital Jane Brown Memorial, mais le cancer avait dépassé les limites du traitement. 5 jours plus tard,
le 15 mars 1937. H.P. Lovecraft décède. Dans ces derniers instants, il est possible qu'il se soit demandé ce qu'il adviendrait de son œuvre après sa mort. Si c'est le cas, nous ne pouvons que supposer qu'il pensait que ses écrits, éparpillés dans des magazines de vulgarisation bon marché, seraient rapidement oubliés. Mais il avait rencontré Auguste Derleth. Vous vous souvenez qu'on a mentionné qu'Auguste Derleth était l'un des écrivains amis de Lovecraft et qu'il allait jouer un rôle important dans cette histoire à un moment donné? Eh ben voici ce moment. Après la mort de Lovecraft, Derleth décida de donner au vieux maître l'adieu littéraire qu'il méritait. En août 1939, Derleth fonda la maison d'édition Arkham House Publishers dans le but précis de publier des éditions cartonnées des récits de Lovecraft. The Outsider et d'autres paraissent la même année et ne rencontrent pas le succès escompté. Les commandes anticipées ne s'élèvent qu'à 150 exemplaires. Lorsque l'un d'entre eux est arrivé dans les bureaux du New Yorker, il a fait l'objet d'une critique épouvantable. Mais voici ce qu'il faut savoir sur Derleth. C'était peut-être un écrivain médiocre qui n'a absolument pas compris ce que Lovecraft essayait de faire avec sa fiction, mais c'était un ami loyal. Et c'était aussi un ami qui, comme par hasard, avait les poches très profondes. Au cours des années qui suivirent, Derleth maintint Arkham House à flot, publiant volume après volume les récits de Lovecraft. Il les fait même traduire en langue étrangère, volume après volume. Ça s'est avéré être une excellente décision. Dans la France de l'après-guerre, les traductions françaises des œuvres de Lovecraft sont devenues extrêmement populaires. Les intellectuels parisiens considéraient déjà Edgar Allan Poe comme un titan de la littérature, et Lovecraft était clairement le successeur de Poe au XXe siècle. Dans les années 60, Lovecraft était si populaire à l'étranger qu'il était logique, d'un point de vue financier, qu'Arkham House réédite ses histoires aux États-Unis. Le moment n'aurait pu être mieux choisi. Lovecraft est réapparu sur la scène au moment où une nouvelle vague de films rendait l'horreur à nouveau populaire. Rosemary's Baby, La Nuit des Morts-Vivants, sans oublier la première sortie aux États-Unis des films d'horreur britanniques, Hammer Horror, qui ont suscité un regain d'intérêt pour les fictions étranges. Des légions de personnes qui n'avaient jamais lu de romans d'horreur ou de science-fiction se sont tournées vers Lovecraft. Dans les années 1970, le gentleman de Providence comptait de nombreux admirateurs. Il s'ensuivit un engouement vertigineux pour un auteur qui n'avait jamais écrit que pour des magazines de vulgarisation. En 1974, les auteurs de Batman ont emprunté à Lovecraft l'idée de l'asile d'Arkham. En 1977, le superfan Stephen King explose sur la scène littéraire avec Carrie et passe le reste de sa carrière à encourager les autres à lire Lovecraft. La même année, un groupe de fans américains a réuni suffisamment d'argent pour remplacer la petite pierre tombale de Lovecraft par une gigantesque et majestueuse pierre portant la légende «Je suis Providence». Le culte de Lovecraft, comme celui qui s'est formé autour du grand Cthulhu dans ses récits, ne pouvait plus être ignoré. Dans les années qui ont suivi, le mythe de Lovecraft n'a fait que croître. Aujourd'hui, ces récits sont entrés dans le canon de la fiction américaine. Les éditions Penguins Classic et Library of America ont toutes deux publié des volumes. Des personnalités aussi diverses que Neil Gaiman, Alan Moore et Guillermo del Toro ont été influencés par lui. Il est sans doute l'auteur de romans d'horreur le plus connu qui ne s'appelle pas Edgar Allan Poe. Mais la meilleure façon d'expliquer l'attrait durable de H.P. Lovecraft est peut-être de citer Erika Andersen, l'artiste de Marvel responsable de Squirrel Girl. S'adressant au Guardian en 2013, elle a déclaré: Lovecraft a créé un monde où les humains sont seuls flottant sur un rocher dans un univers plus vaste et terrifiant que nous ne pouvons pas comprendre parce que le temps que nous y avons passé est si court et que nous y sommes si insignifiants par rapport aux horreurs du mythe de Cthulhu. Une grande partie de l'horreur moderne repose sur cette idée. Sans Lovecraft, il n'y aurait pas de SOS fantôme, et c'est le meilleur argument qu'on puisse trouver pour défendre son œuvre. Il était peut-être bizarre, il avait peut-être des croyances méprisables, mais Lovecraft était un artiste qui en était venu à influencer la façon même dont nous concevons l'horreur. De son esprit tordu, il nous a fait vivre des cauchemars,
dont nous n'avions jamais rêvé auparavant. Des cauchemars qui nous hantent encore aujourd'hui.